La petite histoire du jeu de rôle, épisode numéro 2, la web-série de JDR Factory. Alors, la dernière fois, nous avons vu un personnage très important pour l'histoire du jeu et la révolution du jeu, même Gary Gygax. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'un autre personnage qui a créé quelque chose de très étrange, quelque chose, et encore une fois, quelqu'un qui vient du wargame et de la figurine. Mais lui, il a proposé autre chose à ses joueurs et ça va amener certaines choses. N'est-ce pas, Romain? Bonjour Farid, bonjour tout le monde. Oui, effectivement, nous parlons de Dale Arneson, qui est considéré aujourd'hui comme le co-créateur de Donjons et Dragons. Mais il y a une origine peut-être plus obscure, aussi obscure que le nom de son univers. Je vous présente ici l'origine de tout. Le voici, ça s'appelle Blackmore, dans un tout petit livret, comme vous pouvez voir. Ce livret est la première impression, la première édition en 1975, mais l'histoire commence avant. Blackmore, qu'on pourrait traduire par Sombre Land en français, mais qui n'a jamais été traduit. Blackmore, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la première émission, nous l'avions consacrée à Chainmail. Eh bien, ça vient en quelque sorte de là, mais même un peu d'avant. Tout commence au début des années 70 dans une association qui s'appelait Castle and Crusade Society, la société de châteaux et croisades, et qui était elle-même un sous-groupe de la Fédération internationale de wargaming. Dave Hanson jouait dans un univers qu'il avait conçu et fabriqué, un univers de type donc médiéval fantastique, Blackmoor, et dans lequel bon, on faisait des parties de jeux avec figurines, des combats, mais aussi il avait apporté une innovation qui aujourd'hui est connue, je dirais, de l'intégralité des joueurs de la planète, mais qui à l'époque était quelque chose d'inouï, d'inédit. On appelle ça aujourd'hui le dungeon crawling, littéralement ramper dans les souterrains. Euh, Roguelike, roguelike. voilà, le roguelike. Alors là, la communauté de joueurs connaît cela, que ce soit en jeu vidéo, en jeu de plateau, en tout ce que vous voulez. Mais le papa du dungeon crawl, le père de cette manière de jouer, d'envisager des histoires dans des souterrains avec des monstres, des trésors, eh bien c'est Dave Armstrong. D'ailleurs, de manière un peu plaisante, dans les années 70-80, en France, on appelait ça le PMT, le porte-monstre trésor. C'est une expression que les vieux joueurs connaissent très bien, le PMT. Moi vois, moi tu. Voilà, exactement. Et c'est Dave Armstrong qui, à l'aide des règles de Gigax dans Chainmail, dont j'ai parlé la dernière fois, sur donc le supplément fantasy, le supplément médiéval fantastique, il les a utilisés pour enrichir les histoires qu'il racontait déjà, avant même Chainmail, dans son univers de Blackmoor. Et Gary Gigax, à son tour, dans un mouvement, on va dire, d'échange intellectuel et d'amitié, a proposé à Armstrong de créer carrément ce qui deviendra le premier de tous les jeux de rôle, Donjons et Dragons. Euh, Et justement, la dernière fois, on avait parlé de la création de la Gen Con, cette fameuse convention qui, au départ, n'a réuni que très peu de personnes, et puis chaque année a commencé à grossir, qui avait lieu au départ dans une serre, puis après dans différents bâtiments. Et la première rencontre entre Gygax et Arneson a eu lieu une certaine Gen Con. C'est là qu'ils ont commencé à se rencontrer, à s'apprécier, à s'échanger. Et après, il y a eu beaucoup d'échanges par courrier. Et Arneson qui envoyait des notes manuscrites que Gygax devait traduire, a lancé ce que tu disais tout à l'heure, la création d'un fameux jeu. alors, dans cette émission, on ne parlera pas précisément de Donjons et Dragons, mais vous l'avez vu sur le visuel de la couverture, il y a marqué supplément 2. Effectivement, Blackmoor, qui existait avant la création de Donjons et Dragons, n'a été officiellement publié en tant que travail éditorial qu'en 1975, donc après la publication de Donjons et Dragons, et sous le nom de deuxième second supplément de Donjons et Dragons dans l'édition qu'on appelle, nous y reviendrons dans une autre émission, Original D&D, donc le Donjons et Dragons originel. Alors, qu'est-ce que c'est que ce supplément Blackmoor? D'abord, il est écrit intégralement par Dave Hanson.
C'est le seul auteur. À l'exception, parce que c'est aussi un peu sa spécialité, de la préface de Gary Gygax, qui présente son ami et son collaborateur, et il faut même dire son inspirateur. Mettons fin tout de suite à des polémiques un peu stériles sur la poule et l'œuf, qui a commencé, est-ce qu'il y en a un qui a usurpé le travail de l'autre, etc. Eh bien, comme souvent, il suffit d'aller voir la source, il suffit d'aller lire le texte et de voir ce qui est écrit. Et Gygax n'a de cesse de répéter que Dave Arneson est le père de ce qu'il appelle, alors il n'utilise pas le terme de dungeon crawling, il utilise le terme de dungeon adventure, donc aventure dans un donjon. Je rappelle que le mot de dungeon en anglais, ça veut plutôt dire souterrain, oubliette. On le traduit pour la sonorité pour donjon, qui évoque la tour, le château du magicien ou du méchant ou de je ne sais quoi. Mais bon, on va garder ce terme en français de donjon, il est accepté depuis presque 50 ans, donc même si c'est effectivement un faux ami, comme on dit en traduction. Donc la Dungeon Adventure, c'est lui le père, et voyez-vous, je crois c'est important, je traduis là rapidement, 2 ou 3 petites phrases qu'il dit sur Dave Arneson. Dave est également celui qui a innové dans le concept, qui a créé, le concept, inventé le concept de Dungeon Adventure, aventure dans un donjon, créateur de monstres effroyables, Dungeon Master, il utilise le terme, maître de donjon inscrutable par excellence. Il met au point des systèmes de combat complexes, des donjons incompréhensibles, des zones, des environnements sauvages et des pièges d'une cruauté extrêmement subtile. Donc déjà, voilà, c'est la base de ce qu'est le dungeon crawling, c'est-à-dire une espèce de jeu. Alors, on est dans le jeu, bien évidemment, un petit peu sadomasochiste, où le maître de donjon va, oui, utilise le terme de façon plaisante, va justement un petit peu, avec des guillemets, torturer, mettre des embûches, autant intellectuelles d'ailleurs que physiques, des défis pour les aventuriers dans des donjons qui sont des sortes de labyrinthes. Finalement, on est dans la mythologie, hein, on est dans le labyrinthe de Dédale, du roi Minos. Hein, on est dans des structures qui vont stimuler l'imagination et qui surtout vont mettre au défi, qui vont créer des challenges pour les joueurs, qui vont essayer de les surmonter pour acquérir la gloire, mais avant tout l'expérience et la richesse. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans Blackmoor? Ça n'est pas... Ouais, est-ce qu'il y a une faune dans tout ça? Alors oui, justement, Blackmoor, c'est un ouvrage qui est divisé en plusieurs parties. La première, qui est de l'initiative de Dave Arneson. Alors évidemment, là, je romps quelques secondes la règle. Nous ne parlons pas aujourd'hui de Donjons et Dragons, mais il faut quand même dire ce qu'il y a au début, parce que Dave Arneson a créé 2 classes de personnages aujourd'hui célébrissimes dans l'univers des joueurs du jeu de rôle. C'est lui qui crée dans Blackmoor la classe de personnage du monk, le moine. Alors le moine, c'est pas le moine médiéval avec la tonsure dans un couvent, hein. C'est plutôt le moine Shaolin type extrême oriental. Mais où est-ce qu'il a été chercher ça? Dans ses références, alors ces références de Arneson, elles sont avouées, c'est bien entendu Tolkien, on en revient toujours à lui, mais c'est aussi autre chose. Alors là, c'est quelque chose de très peu connu. C'est un show télévisé, une série télé qui est à l'origine de son inspiration, qui s'appelle Dark Shadows. C'est une série télé des fin des années 60, années 70 américaine, et qui mélange des créatures de toutes sortes, magiciens, loups-garous, monstres, etc. Et puis, bien évidemment, Gygax déjà, on en parlera peut-être si on évoque Oriental Adventures, qui était un supplément de Advanced Dungeons and Dragons, et néanmoins, je pense que l'horizon extrême oriental, la fascination pour ces univers ont marqué Arneson et Gygax. Et de toute façon, quand on est un wargamer professionnel, l'art de la guerre, tout cela, ça évoque forcément des horizons extrême orientaux. Et la deuxième classe, donc? Et la deuxième classe, l'assassin. L'assassin, qui est devenu, par exemple, en des Donjons et Dragons en 3e édition, ce qu'on appelle une classe de prestige, mais qui était une classe de base, dérivée de celle du voleur, apparaît dans Blackmoor, avec les règles qui vont avec. Mais ce n'est pas tout. Il y avait également une chose, et là on voit bien le côté civilisationniste Warhammer d'Arneson, on trouve dans Blackmoor
une curiosité qui a complètement disparu de toutes les règles de Donjons et Dragons jusqu'à la 5e édition à ce jour. Attention, ça n'a pas disparu en tant que option, mais ça a disparu en tant que règle de base. C'est la localisation des dégâts, c'est-à-dire le fait que quand au combat, je peux toucher la tête, le bras, le corps, et avec les règles appliquées également aux monstres, et avec des règles assez sophistiquées de localisation et répartition des dégâts lors du combat. Chose totalement abandonnée. Et puis, pour répondre à ta première question, Farid, il y a un bestiaire spécial Blackmoor. Alors, attends, Romain, donc, au départ, on a des figurinistes qui vont jouer à des jeux de guerre qui simulent des affrontements, soit grand stratégiques, soit tactiques, voire subtactiques. Donc, petit à petit, on réduit l'échelle pour se retrouver au 1-1. Et là, même Arneson, il va jusqu'à localiser les dégâts sur les différentes parties du corps, quoi. Il va Oui, encore réduire l'échelle, quoi. absolument, absolument. Ça devient très, très subtil. Et donc, en plus, pas seulement pour le personnage joueur, mais pour toute la faune. Tout à l'heure, tu disais, y a-t-il une faune? Y a-t-il justement eh bien oui, il y a une faune, et une faune aquatique. Et oui, parce que Moor, il faut entendre, c'est la lande, mais c'est aussi la tourbière en anglais, c'est le marécage. Et c'est Hanson qui crée certains des monstres les plus iconiques, les plus emblématiques de Donjons et Dragons, tels que par exemple le Sawagin, qui rappelle pour les amateurs de Lovecraft, ça peut évoquer le profond, qui est donc une espèce de créature humanoïde aquatique, ou encore le Lokata ou le Ixichatit, oui, alors là, pour la prononciation, mais les amateurs, notamment les vieux joueurs, connaissent ces noms de monstres qu'on va retrouver dans tous les manuels de monstres, y compris à ce jour en 2020 de Donjons et Dragons. C'est Dave Arneson qui les crée. Et à la fin, alors ça donc, première partie, supplément de règles. Deuxième partie, supplément de monstres et de trésors. La quatrième partie, je garde la troisième pour le plus gros morceau. La quatrième partie, ce sont des règles encore additionnelles d'aventures qui peuvent avoir lieu dans l'eau ou sous l'eau. Et avec là aussi une simulation de toutes les règles de maladie, de combat sous l'eau, de noyade, des tables de rencontre, des choses comme cela. Donc Blackmoor, c'est une espèce de ce qu'on appellerait aujourd'hui, dans le langage un peu plus formaté est un mot un peu péjoratif, mais vous voyez ce que je veux dire, dans un langage plus établi de la terminologie, on a ce qu'on appellerait un sourcebook, donc un livre source, donc un livre qui permet de donner des règles à un cadre de campagne, justement. Et quelle est cette troisième partie, qui est le bon morceau? Ben, c'est Blackmoor proprement dit. Alors c'est là qu'on arrive à un paradoxe. Le petit livre que je vous ai montré, qui s'appelle Blackmoor du nom de l'univers donc de Dave Arneson, ne décrit absolument pas l'univers de Blackmoor. En fait, il n'y a strictement aucune, mais je dis bien aucune indication, zéro, sur Alors si finalement on a l'écosystème, voilà, on voit les créatures qu'il y a, l'environnement, mais l'histoire de ce monde, qu'est-ce que c'est que Blackmoor proprement dit, on ne sait pas, parce que cette partie centrale, même si c'est la troisième en termes de pagination, c'est la partie la plus importante, c'est le dungeon crawl proprement dit, c'est l'exploration d'un lieu qui donne son nom au tout premier. Alors ça aussi, ce supplément est encore historique pour cela, c'est un des suppléments les plus fondamentaux de l'histoire du jeu de rôle, c'est le premier scénario, module, comme on disait, publié de l'histoire du jeu de rôle, qui s'appelle Temple of the Frog, le temple de la grenouille. Voilà, c'est charmant. Alors, On est encore un peu dans les marécages, un peu oui, oui, les milieux humides. Et je ne résiste pas, parce que je trouve qu'en 2020, lire ça, c'est absolument fabuleux. Je ne résiste pas à l'idée de vous lire l'introduction, enfin, le tout début, hein, les trois premières lignes de ce qui est appelé, c'est marqué The Temple of the Frog, donc le temple de la grenouille, background, donc, historique. Et voilà ce qu'il dit. C'est absolument magnifique. Vous allez voir, avec les thématiques dont on parle aujourd'hui, c'est très plaisant. Au plus profond des lacs, des marécages primordiaux qui entourent le lac Gloomay, c'est un jeu de mots avec gloom, gloomy, lugubre, enveloppé d'une brume perpétuelle, repose la cité des frères du marécage. Pendant des années, cet ordre religieux a consacré son temps
à des études interdites et déterminé, alors c'est là que ça devient très drôle, que les animaux ont davantage de potentiel pour peupler le monde que l'homme, qui après tout n'est qu'une abomination biologique qui finit par menacer l'existence même de la vie. Donc, vous voyez, c'est de l'écologie un peu forcenée avant l'heure. Et effectivement, cette histoire très, très amusante, une confrérie religieuse qui considère que l'homme est un danger pour la nature et qui sacrifie à une pierre appelée la pierre de la grenouille des humains pour nourrir des grenouilles qui deviennent cannibales et qui donc alors évidemment leur projet au début qui avait un minimum de sens on va dire moral, leur morale devient une espèce de secte complètement délirante avec des grenouilles géantes cannibales assoiffées de sang dans un donjon, donc dans ce temple de la grenouille, il y a des plans qui permettent d'explorer salle après salle pour les aventuriers venus libérer la région de cette menace, venir libérer les lieux. Et donc c'est le premier module publié de l'histoire de Donjons et Dragons et donc par conséquent de l'histoire du jeu de rôle. Je dis bien publié, hein, on est bien d'accord, hein, je parle là de publication en 1975, même si évidemment les modules et les aventures ont commencé bien avant. Mais là, on parle de la publication. Et donc, finalement, on reste malgré tout un peu sur sa fin, parce qu'on nous annonce un univers, Blackmoor, mais on ne sait rien sur cet univers. Il y a juste un scénario qui est censé se dérouler dans une région de cet univers, comme quoi peut-être était-il sous-entendu que, eh bien, venez justement à la Gen Con, jouer avec nous, vous le découvrirez cet univers. Pour l'instant, il n'est pas écrit. Mais 2 ans après, il commence à être écrit cet univers dans un supplément qui s'appelle, qui a un titre, alors qui a un titre, je dirais, extrêmement mystérieux et même banal, qui s'appelle First Fantasy Campaign. Donc littéralement, la première campagne de médiéval fantastique. Donc là, on est en quoi? On est en 77 alors là? 77. Et qui dérive de matériel venant de 1972 et même un peu avant, depuis que justement ce que je disais au début, ce qu'on nous disions, depuis les expériences d'Armson. Et là, il commence à décrire son univers. Et on en sait un peu plus sur Blackmoor. Et alors, qu'est-ce que c'est Blackmoor? Quel est le type d'univers qui est Blackmoor? Alors, c'est du médiéval fantastique, mais ce n'est pas du médiéval fantastique à la Tolkien. Pas du tout. On n'est pas du tout dans quelque chose, disons, de féerique, de mythologique, de mystérieux. On est plutôt dans un univers qui, si l'on enlève les monstres et la magie, ressemble à s'y méprendre à un univers de type Moyen-Âge occidental entre le XIe et le XIVe siècle, je dirais, avec un système politique assez détaillé, des parodies, des duchés, un système de commerce aussi très détaillé. Gigax fera la même chose, on en parlera probablement dans une émission prochaine, avec son univers Greyhawk. Alors justement, quelle est la suite de l'histoire? Ce livre de 1977 n'a pas eu, je dirais, une destinée immédiate. Il est même un peu tombé dans l'oubli, au profit justement d'autres univers, et néanmoins, il n'est pas abandonné. Donjons et Dragons, nous en parlerons, a suivi sa propre route, parce qu'il y a eu Advanced Dungeons and Dragons, des règles avancées de Donjons et Dragons. Mais Donjons et Dragons ne s'est pas arrêté quand Advanced est apparu. Et Donjons et Dragons, assez curieusement, TSR, l'éditeur, a développé son propre univers de jeu, ne venant pas d'Arneson, tout en conservant aussi celui d'Arneson. Alors c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que Donjons et Dragons était censé avoir son univers, je dirais, natif, qui est l'univers de Mystara, sur un continent qui s'appelle, continent qui s'appelle Tiatis. Parallèlement à cela, en 1986, je vous montre ce qui apparaît, c'est ceci. 1986, regardez le titre, Adventures in Blackmoor, et c'est bien évidemment Dave Arneson qui écrit, avec un collaborateur, mais c'est lui qui fait 99% de l'écrit. Et là, on a enfin par écrit le début d'une série de 4 modules. Initialement, 5 étaient prévus. Il y a 4 modules, Aventure dans Blackmoor, le second qui s'appelle Temple of the Frog, qui est la réédition, je dirais la version augmentée,
Director's Cut, comme on dit pour les films, du module original de 1977. Le troisième qui s'appelle City of the Gods, la cité des dieux. Et le quatrième qui s'appelle, mais qui n'est pas tiré de matériel d'Arneson, qui est un développement qui porte son nom, mais qui ne vient pas de ses notes, qui s'appelle The Duchy of Ten, le duché des 10. Numéroté DA, Dave Arneson, 1 à 4. Et le cinquième, qui était prévu, n'a jamais donné lieu à une publication. Et il devait s'appeler City of Blackmoor. Parce qu'enfin, on sait ce que c'est. Blackmoor, c'est une ville. C'est la capitale de ce royaume. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là? TSR a fait quelque chose, une espèce de petite entourloupe. Enfin, TSR et Arneson. Donc, ils ont leur propre univers, Donjons et Dragons, dont nous parlerons peut-être dans une prochaine émission, Mystara, qui a donné lieu à une gamme très étendue. Mais en même temps, il y a cet univers de Blackmoor. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Blackmoor, c'est le passé de Mystara. C'est le très lointain passé de Mystara qui a donné, qui s'est conclu par une catastrophe planétaire qui a changé, qui a fait s'inverser les axes de la planète Mystara. Il faut savoir, et c'est la très grande particularité, l'immense originalité de l'univers de Dave Arneson, c'est qu'on découvre, avec ce supplément à la couverture jaune que je viens de vous présenter, on découvre quelque chose de passionnant, c'est que l'univers de Blackmoor n'est pas un univers médiéval fantastique comme on pourrait l'imaginer, enfin si, c'en est un, mais il y a une dimension technologique. Et ça, c'est très important. Il y a même dans le supplément numéro 2, donc 3, pardon, La Cité des Dieux, eh bien c'est un scénario de science-fiction. C'est-à-dire que la technologie de l'univers de Blackmoor, dans le très lointain passé de l'univers officiel de Donjons et Dragons, a atteint un niveau quasi scientifique de science-fiction. Ça dépasse même la machine à la vapeur. On est au-delà du steampunk. Hein. On a des vaisseaux spatiaux et des fusils laser. Hein. Carrément. Oui. Ce qui, d'ailleurs, pour les amateurs de jeux vidéo, peut évoquer Might and Magic, la célèbre série de jeux vidéo qui mélangeait la science-fiction et le médiéval fantastique. Eh bien, c'est ce qui se passe dans Blackmoor, et c'est tout à fait passionnant parce qu'on a cet univers classique médiéval avec des éléments magiques et monstrueux comme dans le médiéval fantastique, je dirais classique, et aussi, en plus, cette technologie, d'ailleurs vous l'avez peut-être vu sur la couverture que j'ai montrée, on voit une espèce d'engin, on dirait une espèce de tracteur ou de char de guerre avec des roues surdimensionnées et de la fumée qui sort par l'arrière. On a effectivement une dimension technologique qui fait de l'univers de Dave Arneson non seulement un univers qu'on a plaisir à découvrir, mais même dont il faut se témoigner parce que il est très original. Ça n'est pas, là aussi, on entend souvent des caricatures sur les vieux univers de jeux de rôle, eh bien, il en remonterait à plus d'un encore aujourd'hui par son originalité, sa profondeur, sa dimension. Et j'ajoute aussi par le fait qu'il invente encore une chose que Dave Arneson a inventé. Et là encore, tous les joueurs de jeux de rôle vont certainement sourire à l'évocation de ce que je vais dire. Vous commencez dans une auberge. Et oui, la fameuse auberge où tous les aventuriers commencent et où va surgir un personnage par la porte faisant taire toutes les conversations et qui va amener le mystère et l'aventure. Eh bien, c'est Dave Arneson qui crée ce qu'on peut appeler véritablement un trope, un lieu commun du jeu de rôle, mais qui chez lui n'est pas un lieu commun. C'est une auberge qui s'appelle la Comeback Inn, donc littéralement l'auberge où l'on revient, et qui est en fait une auberge dimensionnelle qui permet de voyager entre les dimensions et qui sert de base. Les joueurs de jeux vidéo utilisent parfois le terme de hub, qui sert de base aux aventuriers qui effectivement vont et viennent à partir de cette auberge qui se situe dans l'univers de Blackmoor de Dave Arneson. Donc c'est lui qui est à l'origine de ce, peut-être qu'on l'a oublié, aujourd'hui ça fait partie de l'inconscient collectif du rôliste, la fameuse auberge. Il y a même des suppléments entiers de jeux de rôle qui sont consacrés aux auberges dans plein de jeux de rôle, encore aujourd'hui en 2020. Eh bien, l'origine de cette fameuse auberge des rôlistes, des personnages plutôt, ça vient de Blackmoor, et plus précisément, alors certainement qu'il avait créé bien avant, mais là encore je parle de date de publication, publié pour la première fois dans ce supplément de TSR de 1986. Et qui, donc, là, je le répète, présente de façon extensive, même si la gamme a été un peu avortée, l'historique plutôt, de cet univers si riche et, j'ose le dire, je pense, un petit peu méconnu.
aujourd'hui dans les joueurs, même si, et là je termine avec cela, il y a eu une ultime itération de Blackmoor, il y a eu une ultime édition dans le système appelé 3.0 ou 3.5, qui est la troisième édition de Donjons et Dragons. Eh bien, il y a eu un livre de règles et des suppléments qui s'appelle Dave Arnson's Blackmoor Campaign Setting, donc cadre de campagne Blackmoor de Dave Arnson, qui a été publié en 2004. Et ce n'est pas fini, il y a même eu un guide pour la 4e édition de Donjons et Dragons en 2009. Donc autant dire que Blackmoor n'est finalement mort, je n'aime pas trop le terme, c'est un peu comme quand on dit langue morte, disons, a cessé de voir toute publication, finalement il y a à peine 10-11 ans. Et il y a donc eu, et ça c'est une chose qui est peu connue, si l'on enlève Advanced Dungeons and Dragons, il y a eu du Blackmoor dans toutes les éditions de Donjons et Dragons, à part bien sûr la 5e édition d'aujourd'hui. Mais c'est un univers qui a été développé, écrit, sans cesse augmenté, réécrit. Et là j'en reviens à ce qu'on disait au début, attention, ce contenu était déjà là. Il était déjà là dès les années 70 dans la tête, les discours, les échanges et les parties que Arnson organisait de façon non publiée. Hein. Là, j'ai bien sûr évoqué des premières fois de publication, mais qui remontent à un projet et une entreprise bien antérieure et à la collaboration avec Gygax. Les deux se sont nourris l'un l'autre de leurs innovations et c'est, me semble-t-il, très clair dans ce que l'un et l'autre disent dans leurs témoignages, dans les préfaces de leurs ouvrages. Donc finalement, pendant ces 5 décennies, on peut voir qu'il y a eu une reconnaissance quand même vers Dave Arneson et son univers et son imagination. Du coup, pour le prochain épisode, on va vraiment parler de cette alchimie entre ces deux personnes et ce que ça a donné, comment ils ont révolutionné le monde du jeu qu'on peut voir aujourd'hui sur tous les supports de jeu, quels qu'ils soient, tous les types de jeux. Hein, il suffit de parler de points de vie, de points d'expérience, de classes, etc. Même dans les jeux mobiles auxquels tout le monde joue, on retrouve ces termes-là. Donc on sent bien que ces deux personnes ont fortement marqué le monde ludique. Merci Romain. Du jeu. Merci Farid. Tout à fait. Merci Romain. Donc on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous laisse deviner pour quel produit, je dis bien produit parce qu'on parle évidemment d'un produit commercialisé. Merci à tous et à très vite. Merci Romain. Merci.